Berlin annonce donc qu'un projet de coup d'État, un projet d'assaut armé sur le Bundestag était en préparation et qu'il a été déjoué. Donc un projet de l'extrême droite nostalgique du Deuxième Reich allemand. Ça nous renvoie assez loin en arrière, avec dans ses rangs notamment un prince qui, dit-on, avait des connexions, ou en tout cas cherchait des connexions avec la Russie. Voilà pourquoi, ça y est, on voit la Russie se dessiner en arrière-fond de cette invraisemblable affaire. Alors attention, on n'est pas dans le folklore. 3000 policiers ont participé à ces arrestations, 130 perquisitions, y compris dans une unité de l'armée allemande. Donc c'est du sérieux. Une unité de force spéciale. Une unité de force spéciale, donc c'est du sérieux, comme on dit. D'ailleurs, l'Allemagne estime que c'est la plus grosse opération antiterroriste menée, je crois, depuis la guerre. Et en Allemagne, il y en a eu des épisodes terroristes depuis cette époque-là. Alors, quelles circonstances exactement? De quoi s'agit-il? Faut-il faire un lien ou pas avec la Russie? D'abord, on met tout à plat sur ce qui s'est passé précisément. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quel est ce groupuscule, le groupuscule dont il est question? Reichsbürger, de quoi s'agit-il? Vous l'avez dit, les 25 suspects arrêtés ce matin en Allemagne font partie de ce groupuscule d'extrême droite. Son nom, le Reichsbürger, littéralement les citoyens du Reich. Alors pourquoi ce nom? Parce que ces partisans se disent nostalgiques de l'époque du Reich allemand. Attention, pas le Troisième Reich, mais le Deuxième Reich allemand, entre 1871 et la fin de la Première Guerre mondiale, l'époque où l'Empire allemand était grand. C'est une mouvance qui est née dans les années 1980, mais qui se renforce d'année en année en Allemagne. Beaucoup de ces militants ne reconnaissent pas l'Allemagne fédérée, dirigée par les Länder et ses députés au Parlement. Certains sont négationnistes, anti-vax, certains sont même proches de la mouvance américaine QAnon, persuadés que l'ordre mondial est dirigé par une société secrète. Combien de personnes regroupe cette nébuleuse? Environ 20 000 personnes en Allemagne aujourd'hui. Et les personnes arrêtées ce matin étaient considérées comme leurs bras armés. D'ailleurs, parmi elles, on compte des anciens soldats de l'armée allemande, y compris des forces spéciales. D'ailleurs, l'une des perquisitions ce matin s'est déroulée dans une des casernes des forces spéciales de la Bundeswehr. Parmi les personnes arrêtées également, on trouve une ancienne députée du Bundestag d'extrême droite de l'AfD, son nom Birgit Malsack-Winkelmann. Mais leur tête d'affiche, la voici, Heinrich Reuss, mais appelez-le plutôt le prince Heinrich XIII de Reuss. Cet homme de 71 ans est un descendant royal de la famille Reuss, une ancienne famille princière allemande, un homme riche, conseiller financier aujourd'hui, qui possède plusieurs demeures, comme un château qui servait d'ailleurs de QG pour préparer le plan d'attaque. Le prince avait pignon sur rue, il donnait parfois même des conférences pour développer ses thèses, comme ici en Suisse, il y a 3 ans. Et Babylone Berlin. Pardon? On se croirait dans une série qui est consacrée à l'Allemagne et à à une tentative de putsch instaurée par les Russes en Allemagne pendant la République de Weimar, avec le soutien de la famille d'aristocrates qui ne tolèrent pas la démocratie. Et on reviendra sans doute sur cette question, mais l'impérialisme versus la démocratie. On se croirait vraiment dans Babylone Berlin, qui est une série en ce moment qui défraie la chronique en Allemagne. Alors quel était le projet de ce groupuscule, Quentin? Eh bien, leur plan, s'emparer au propre du Bundestag, rien que ça, le Parlement allemand. Les assaillants, armés lourdement, prévoyaient de prendre d'assaut le bâtiment, avec les 736 députés à l'intérieur, tous pris en otage. Cela rappelle l'épisode de l'attaque du Capitole, souvenez-vous, en janvier 2020. Cela rappelle aussi les manifestations violentes contre le vaccin en Allemagne, lorsque les manifestants menaçaient de rentrer justement au sein du Bundestag. Pour leur putsch, le groupuscule prévoyait même des ondes électromagnétiques pour couper l'électricité à plusieurs kilomètres à la ronde, pour que la population se joigne au mouvement. Bon, ça paraît complètement invraisemblable. Évidemment, on en parlera, mais c'est bel et bien la réalité. Encore une fois, très grosse opération. C'est pris très au sérieux en Allemagne. Alors, quel est le lien possible donc avec la Russie, Quentin? Eh bien, on se pose la question ce soir, David, parce que oui, les autorités allemandes enquêtent sur un possible lien. Alors attention, ce n'est qu'une hypothèse, mais le premier indice
eh bien, c'est la compagne de ce Heinrich Reuss, une certaine Vitalia. C'est une citoyenne russe qui vit en Allemagne. Avec elle et son réseau, le prince serait rentré en contact avec plusieurs représentants de la Russie, notamment pour un soutien financier. Alors, qui sont ces personnes ? On ne le sait pas. Jusqu'où les discussions sont allées ? On ne le sait pas non plus. Mais pour les autorités ukrainiennes, c'est clair, cela n'a rien d'une coïncidence. Tentative de coup d'État en Allemagne, la Russie investit toujours dans la déstabilisation, s'est exclamé Mikhailo Podolyak, le principal conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a signalé également que le Kremlin lui-même a tenu à répondre à ces rumeurs, leur donnant peut-être dans un sens un crédit. C'est un problème interne à la République fédérale d'Allemagne. Aucune ingérence de la Russie ne peut être évoquée ici. Merci Quentin. Ah bon, c'est vrai que ça ressemble à une fiction, ça ressemble à un film, ça paraît complètement invraisemblable, mais c'est bien sérieux, Jean Jovini. Oui, mais parce que ce groupe de Reichsbürger, qui sont des terroristes d'extrême droite, auraient peut-être pu réussir leur coup, c'est-à-dire prendre le Bundestag. Auraient peut-être réussi leur coup. Peut-être, s'ils n'avaient pas été... mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils n'auraient pas réussi à faire un putsch, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas réussi à prendre le pouvoir, parce que l'Allemagne est un pays démocratique, ça aurait été un événement absolument considérable, du même ordre que ce qu'on a vu lorsque le Capitole a été pris d'assaut. Voilà. Mais la démocratie américaine continue à fonctionner et la démocratie allemande est beaucoup plus solide en réalité que la démocratie américaine aujourd'hui. Donc, il faut quand même rassurer les gens. Oui. C'est une tentative d'acte terroriste contre la représentation nationale. Ce qui en soi est déjà hallucinant. Ce qui en soi est... Mais alors... évidemment, la menace de l'extrême droite allemande, la menace du terrorisme d'extrême droite et la violence d'extrême droite est prise extrêmement au sérieux en Allemagne depuis de longues années. Il y a eu un long procès qui s'appelait le NSU, qui était un groupe de jeunes qui s'étaient mis à tuer des Turcs, des immigrés, et l'enquête avait été extrêmement mal faite parce qu'il y avait des complicités dans la police, dans les services de renseignement. Bref, il y a un problème de l'extrême droite en Allemagne, clairement, et d'une extrême droite beaucoup plus radicale que ce qu'on connaît en France. On a vu l'année dernière une unité des forces spéciales de l'armée, le KSK, être dissoute par le ministre des Affaires de la Défense, parce que cette unité était totalement pourrie par des militants d'extrême droite. Oui. Donc on voit bien qu'il y a une affaire sérieuse, mais ce n'est pas la démocratie allemande qui est Qui aurait pu être menacée. Il y a trop d'anticorps, c'est trop installé. Voilà, je pense qu'on est bien d'accord. Les anticorps sont trop puissants. Voilà, préparatifs concrets, indique ce soir la police allemande. Il y avait des préparatifs concrets pour cette tentative de putsch. Le lien russe, qu'est-ce que vous en pensez ? Le lien russe que fait immédiatement, par exemple, alors il est peut-être dans son rôle, évidemment, l'Ukraine saute sur l'occasion sans doute, elle cherche bien évidemment à mobiliser toujours plus les démocraties occidentales pour lui venir en soutien et pour les persuader que l'ogre russe est capable de tout. Mais enfin, Mikhailo Podolyak, tentative d'un coup d'État en Allemagne, des explosifs en Espagne, la Russie investit toujours dans la déstabilisation. Explosifs en Espagne, on parle de ces lettres piégées. Et ça s'appelle de la suspicion légitime. Je suis très frappé par la formulation choisie par Dmitri Peskov lui-même, le porte-parole du Kremlin, qui dit « il n'y a pas eu d'ingérence ici ». Tout est dans le « ici », puisqu'on se souvient que le fameux Evgeny Prigojine, le parrain de la nébuleuse Wagner, s'est vanté d'avoir commis de l'ingérence lors des élections présidentielles américaines de 2016. Il a dit « nous l'avons fait avant, nous l'avons fait pendant, nous le ferons après ». Voilà. Donc on peut déjà souligner ce paradoxe apparent. Donc ça veut dire ce soir, Vincent, que vous posez la question. Je pose la question, mais aussi pour d'autres raisons. Vous la posez, mais vous la posez à vous-même. Ah bien sûr. Et sans vouloir, évidemment, à nouveau, hypertrophier la puissance russe qu'on a parfois tendance à surestimer, y compris sur le plan strictement militaire. Mais il y a d'autres éléments qui concourent à s'interroger sur ce registre-là. D'abord, historiquement, il se trouve que la matrice des Illuminati, donc l'un des fantasmes complotistes les plus tenaces de l'histoire de l'humanité, eh bien, c'est à Augsbourg, à la fin du XVIIIe siècle. Ça s'appelle les Illuminaten. Ça vient d'Allemagne. Bien. Ensuite, 1933. L'incendie du Reichstag, ça laisse aussi dans l'inconscient collectif germanique des traces. Et plus près de nous, j'ai été très frappé par, précisément, et Quentin y faisait allusion, le parallèle en ce qui concerne les modalités d'action
entre ce qui advient au Capitole en janvier 2021 et ce qui advient en août 2020 à Berlin. Dans les deux cas, Rappelons, août 2020, c'est une manif anti-vaccin. alors voilà, et je voulais y venir, parce que vous retrouvez dans la thématique, le discours et même les emblèmes de toutes ces protestations radicales antidémocratiques, les mêmes ingrédients du cocktail toxique. Vous avez toujours donc, des mouvements d'extrême droite qui peuvent être nostalgiques du Troisième Reich, profondément antisémites. Vous avez toute la nébuleuse complotiste anti-vax. Et vous retrouvez par exemple en 2020, quand ils parviennent, on l'a vu sur les images, ils parviennent sur les escaliers du Bundestag. Ils enfoncent les barrières, d'ailleurs un peu trop minces, qui avaient été disposées autour de cet emblème, de ce temple de la démocratie allemande. Et certains d'entre eux brandissent au-dessus de leurs étendards le cul de QAnon. Hein. Et là aussi, donc, vous voyez, on retrouve exactement la même thématique. Puis, dernier point, sur le côté, et vous le soulignez à l'instant, ça n'a rien de folklorique, c'est que ces gens ont tué. Je vous rappelle quand même qu'en déjà 2017, tué, vous voulez dire. Oui, ouais. Ils ont tué. Il y a eu une condamnation à vie d'un personnage qui appartenait précisément à cette mouvance Reichsbürger, et plus précisément à une faction qui s'appelle, de mémoire, l'unité allemande des peuples et des tribus, pour avoir assassiné un policier. D'autres sont impliqués dans une tuerie de masse dans une ville qui s'appelle Hanau. C'était en octobre 2017, où 9 citoyens d'origine étrangère ont aussi été tués. Donc on a retrouvé des kalachnikovs, on a retrouvé des lingots d'or dans leurs réserves, etc. Donc c'est tout sauf un folklorisme de culotte de peau. Alors Elsa, Jocelyn Huchet et Audrey Chabaille se sont souvenus qu'avant-hier, Soloviev, notre entre guillemets ami Soloviev, l'animateur de ce talk show dont on parle souvent ici, avait fait une allusion à l'Allemagne. Et que dans l'esprit russe, il y en a marre de cette démocratie occidentale, et notamment de l'Allemagne, qui entreprend tout, ça c'est le langage russe, pour détruire la Grande Russie. Oui. Écoutez-le, et puis je vous poserai la question. Avec plaisir. Ну, смотрите, а зачем нам вообще беспокоиться о Германии? Почему, например, нам не поработать на разрыв Германии? То есть зачем нам на полном серьезе говорить о неком немецком будущем, которое нам в любом виде не интересно и не выгодно? Почему не поработать, как сейчас Европа пытается поработать над разрывом России? Почему нам не ответить взаимностью? Bon. Alors évidemment, ça prend une résonance évidemment un peu troublante aujourd'hui. Oui, en effet, mais je pense que en fait, nos imaginaires et l'imaginaire de Solovyov aussi sont emplis de ces techniques de déstabilisation parce qu'il y en a eu, l'usage en a été extrêmement répandu depuis le début en fait de l'Union soviétique, avant même l'Union soviétique, depuis le début de la Révolution, et en Europe également. On l'a oublié, mais l'Europe a été le siège de plusieurs révolutions ou tentatives de révolution communiste, d'établissement de républiques. Et quand je faisais allusion à cette série Babylone-Berlin, qui est en fait un succès extraordinaire en Allemagne, qui est basé sur un roman, mais un roman qui fait la chronique des années de Weimar. Et on se rend compte que la République instille des tensions en Allemagne, des tensions entre un modèle en faveur d'une démocratisation et puis un modèle impérial. Et la Russie, depuis très longtemps, a travaillé des réseaux en Europe, depuis justement les années 2005-2007, pour soutenir, et c'est une technique assez banale, tout ce qui peut être source effectivement de déstabilisation et de relais pour ces politiques. Dans ce qui nous occupe à l'heure actuelle, la guerre en Ukraine, évidemment, on l'a répété à plusieurs reprises, les alliés occidentaux sont un élément déterminant de la capacité ukrainienne à se battre. Déstabiliser les alliés, les amener à devoir dépenser de l'argent pour augmenter leur surveillance sur leur territoire, c'est moins d'argent pour leur défense. Plus de focus sur ce qui se passe dans la vie intérieure. Et c'est aussi une manière de mener, disons, une guerre par la manière politique et pas militaire. Donc il est très probable qu'il y ait de nouveau des déstabilisations en Europe. Est-ce qu'elles sont instillées directement par la Russie ? Je dirais que la Russie n'a même plus besoin de le faire. Elle a travaillé des réseaux depuis très longtemps. Ces réseaux peuvent être autonomes et aussi informels d'une certaine manière, ou avoir leur propre agenda. Ils ont été financés ou pas, ça je ne suis absolument pas capable de le dire, mais une fois qu'ils sont dynamisés, ces réseaux peuvent tout à fait se dire qu'ils sont opposés à la politique étrangère menée actuellement par l'Allemagne en soutien à l'Ukraine,
Ukraine, favorable au projet politique russe. La guerre en Ukraine est complètement dans la cohésion d'un projet politique russe de retour à un centre impérial, de domination, de civilisation supérieure. Et ils peuvent s'autonomiser et agir. Voilà. C'est ce qu'on peut voir dans toute l'Europe, peut-être dans Et les en mois qui Afrique. viennent. Et en Afrique, évidemment. En tout cas, vous insistez, vous avez sans doute raison de dire que ça ne peut pas être ce qu'on imagine de prime abord, c'est-à-dire Moscou ou au Kremlin, on déciderait Tirer de des ceci ou de cela, ficelles. c'est totalement Non, c'est pas exclu. ça du tout. Mais simplement que des groupes, effectivement, Bien sûr. gravitant autour des intérêts russes, aient intérêt à... En fait, Pierre, on entendait beaucoup parler, il y a quelques mois, de la stratégie du chaos. On entendait dire, au-delà de la cohérence idéologique, ce que cherche à faire Moscou dans son interventionnisme dans les processus électoraux en Occident ou ailleurs, c'est la stratégie du chaos. Est-ce que là, on serait dans ce cas de figure? Alors, vous avez raison de parler de stratégie du chaos. Moscou passe son temps à expliquer que l'Occident, c'est le grand Satan. La réalité, c'est que depuis longtemps, le Kremlin a une politique de tentative de déstabilisation des démocraties, parce que le modèle de la démocratie est quelque chose qui est insupportable au système poutinien. Ça, c'est un élément très, très important, et visiblement, tous les chefs d'État et de gouvernement européens n'ont pas intégré cette dimension. Il y a une vraie vision poutinienne, partagée avec Xi Jinping, etc., qui consiste à estimer que le modèle démocratique est intrinsèquement mauvais. La nouvelle ère est une ère aux hommes forts, aux structures fortes, au rapport à la domination de la violence sur le droit. Et ça fait très longtemps que Prigojine et tous ces réseaux de trolls tentent par différents moyens d'aller déstabiliser les démocraties. Ils sont intervenus aux États-Unis, ils sont intervenus en France. Et rappelez-vous, quand le président français Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine à Versailles pour l'exposition sur Pierre le Grand, il y a une conférence de presse et le président russe est interrogé par les journalistes en disant mais est-ce que le GRU, est-ce que vos services, est-ce que vous êtes intervenus dans les élections françaises, puisqu'en fait il y a eu pénétration de l'équipe de campagne, enfin des systèmes informatiques de l'équipe de campagne de Macron et divulgation dans la nature de tout ce qui avait été trouvé. Des mails, etc. Les Français, les services français savent que ce sont les Russes. Donc le président Poutine, de la même façon qu'il niait toujours avoir le moindre contact avec Wagner, que Wagner n'existait pas, que la loi en Russie interdisait tout type de structure, mercenariat, etc. Aujourd'hui, Wagner a pignon sur rue. Et le président Macron, juste après, a dit « Nous avons des éléments tout à fait solides, recoupés, sur le fait qu'il y a eu ingérence de la part de la Russie. » ça, on Et s'en il y a aperçoit après coup. On s'en Voilà. aperçoit après Et donc, coup. si vous laissez... Alors, effectivement, Elsa a raison. C'est pas nécessairement des circuits officiels, évidemment. Et il faut rappeler juste d'un dernier mot, parce que Jean-Luc veut apporter un élément complémentaire. Beaucoup de ces foyers suprémacistes, complotistes, nostalgiques du Troisième Reich se trouvent notamment en Allemagne de l'Est. Et l'Allemagne de l'Est ayant été sous domination soviétique depuis très longtemps, vous pouvez avoir des connexions, je dirais, anciennes, historiques, entre guillemets, qui peuvent faciliter le passage de messages, d'argent, peut-être d'armes. Je dis ça avec un point d'interrogation. Oui. Oui, En tout prenez cas, ça. la police allemande travaille. Elle essaye de vérifier, d'établir si oui ou non il y avait des contacts avec, je ne sais pas si on peut les appeler des oligarques, mais enfin des Russes qui vivaient en Ça peut être- Allemagne oui, et qui étaient évidemment à la tête d'un certain patrimoine, pour le dire. On garde simplement à ne pas pudiquement. voir dans ces groupuscules ou ces activistes, ces militants, de simples agents de l'étranger. Ça, c'est la logique de Poutine, qui, dès qu'il y a une opposition chez lui, considère que ce sont des agents de l'étranger. Non, ce sont des phénomènes bien nationaux et sur lesquels, effectivement, des opportunistes, de manière opportuniste, je veux dire, la Russie souffle sur les braises. Mais les braises, elles sont là. Les braises, ce n'est pas la Russie qui les crée. Oui. Elle souffle peut-être dessus. Oui, peut-être qu'elle les encourage, qu'elle les soutient, qu'elle les défendra éventuellement. Mais Mais elle ne les crée pas, voilà, faut pas se méprendre, le terreau, il est là. Il s'inscrit dans l'histoire politique de l'Allemagne. Par exemple, il y a la question du drapeau. Ces gens ne reconnaissent pas le drapeau actuel de l'Allemagne, noir, jaune, rouge, parce que c'est le drapeau de la République de 1848. Et ils sont toujours au drapeau noir, blanc, rouge, noir, rouge, blanc, qui est le drapeau impérial. Donc il y a des choses qui s'enracinent profondément dans l'histoire de chacun de nos pays, Chacun des sur lesquels les opportunistes viennent Souffler sur les braises. jeter Vous de disiez l'huile
un dernier mot, Mais Vincent. de même Dernier qu'au mot. Sahel, Moscou n'a pas Créer le pouvoir de le créer ex sentiment nihilo anti-français. une insurrection populaire Bien sûr. contre un régime effectivement défaillant. Sur la stratégie du chaos que vous évoquiez, David, quand même un petit point. Lors d'un épisode précédent qui date d'avril, avec une rafle des autorités allemandes sur précisément une douzaine de membres de cette mouvance Reichsbürger, quel était leur plan? Leur plan était de s'en prendre aux lignes à haute tension et aux centrales électriques pour créer un chaos qui tendrait à déstabiliser le régime. Vous voyez qu'il y a quand même un parallèle assez troublant, presque romanesque, entre la stratégie russe de destruction des infrastructures énergétiques et ce type de force. Et en dernier mot sur Solovyov, souvenons-nous que sa névrose obsessionnelle germanophobe, elle ne date pas de la séquence que l'on vient de voir. Je me souviens encore de ces émissions dans lesquelles il explique que Olaf Scholz, c'est Hitler sans la moustache, et qu'il reprend des discours d'Olaf Scholz en essayant, en quelque sorte, d'annoncer sur un rythme hitlérien le propos qui venait d'être tenu. Avec un slogan On avance. sur les voitures russes, Berlin 1945, nous l'avons fait, nous pouvons le refaire. Voilà.